Monsieur Stocker, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors une question Bonsoir. classique, hein. Quelles sont vos impressions sur ce sommet ? Alors ce sommet avait quelque chose de vintage, presque l'époque de la guerre froide, du monde bipolaire. Et comme l'a dit Vladimir Poutine, ils étaient en Alaska, dans ce lieu où on passe de demain à hier et d'hier à aujourd'hui ou à demain. Et donc on a l'impression que pour passer d'un monde unipolaire qu'on a connu après la chute du mur de Berlin à un monde multipolaire, celui qui est envisagé suite aux BRICS, suite à Kazan, un basculement du monde, eh bien il va falloir revenir un peu sur un monde bipolaire. Et tout, jusque dans le décorum, jusque dans les avions de combat, montrait deux grandes puissances, un peu comme à l'époque des années 70 ou 80, où le monde était régi par l'Union soviétique, d'où d'ailleurs le clin d'œil de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui arborait un magnifique t-shirt siglé l'USSR. Eh bien, je pense qu'on était revenu un petit peu à ça, c'est-à-dire à deux grandes puissances qui se respectent, les États-Unis en cela ont accepté quelque part de sortir de cette espèce de monde unipolaire où l'Empire était censé dominer le monde, cette arrogance que les néoconservateurs ont fait régner dans le monde pendant les 4 ans de la présidence Biden, et ainsi que les présidences précédentes, à l'exception de la première présidence de Trump. Et donc, cette idée il y a un respect entre deux puissances nucléaires. On est revenu à une diplomatie véritable. C'est-à-dire que lorsqu'on a les deux puissances qui ont à eux seuls plus de 50% ou 70% des arsenaux nucléaires de la planète, on se respecte, on met les formes. On arrête d'être dans des oukases, d'ailleurs c'est un terme russe alors qu'il est plutôt du côté des occidentaux, ces oukases. Et donc on fait avec respect, on ne dit pas on va faire un cessez-le-feu sans condition, on arrête l'arrogance des occidentaux et des européens, et donc on pose les choses et on se respecte. Et donc on a, avec des tapis rouges, avec des poignées de main, avec quelque chose qui ressemblait à quelque chose de la diplomatie. Et ça déjà, j'ai trouvé ça en soi extrêmement rassurant pour la suite. Oui, et Monsieur Stocker, vous avez évoqué un terme très important, la diplomatie. Depuis 2022, du côté européen, il y a un narratif d'isolement diplomatique de la Russie, un isolement diplomatique de Vladimir Poutine. Pensez-vous que le sommet d'Alaska a cassé ce narratif ? Alors déjà, ce n'est qu'un narratif, parce qu'on rappelle que les BRICS, 80% de la planète, reconnaissent et ne condamnent pas l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. Donc, il peut aller dans différents endroits, Poutine, dire qu'il est isolé est faux. Il était isolé par rapport à l'Occident. Mais l'Occident, c'est pas le monde. Et il faut que l'Occident, justement, sorte de sa tête l'esprit unipolaire. Et c'est vrai que l'Occident, mais ce n'est pas le monde, était en opposition avec Poutine. Donc oui, là, pour le coup, ce narratif, on a pris un terrible coup. D'ailleurs, on a ressorti les formules dans la presse, le milliardaire Donald Trump. C'est même plus le président des États-Unis. Je pense que le monde européen, tel qu'il était rythmé ces dernières années par la présidence Biden, a pris un terrible coup sur la tête. Il y a un affolement. Ils sont plus ou moins convoqués lundi avec Zelensky à Washington. On en saura d'ailleurs beaucoup plus à ce moment-là sur la suite. Et justement, concernant toujours l'aspect protocolaire de cette rencontre, on a vu une rencontre personnelle sur le tarmac et un trajet commun en voiture jusqu'au lieu des négociations. Généralement, Donald Trump ne montre pas souvent de telles marques de respect à l'égard de ses homologues étrangers. Qu'est-ce qui explique cette courtoisie à l'égard du président russe ? Je pense déjà le fait que Trump, contrairement aux idéologues néoconservateurs, est un réaliste, quelqu'un qui voit le monde tel qu'il est et non pas le monde tel qu'il l'imagine. Et il sait que sur le plan militaire, et c'était d'abord à la fois les négociations entre ces deux pays, entre les deux plus grandes puissances nucléaires et de loin, qui ont une multitude de sous-marins nucléaires. Il y a en plus du côté russe maintenant cette maîtrise de l'hypersonique, en plus de nouvelles générations avec la génération Oreshnik, qui fait que,
on doit et on se doit, et c'était comme ça à l'époque de la guerre froide, hein, à l'époque de la guerre froide, on ne gelait pas les comptes des Russes, des conseillers russes et des politiques russes. On n'empêchait pas les gens d'aller en Russie par des lignes directes en avion. On ne gelait pas les comptes de la banque centrale russe. On faisait très attention, car on savait qu'on avait en face de soi un alter ego. Or, je crois que non seulement c'est un réaliste, Trump, et il est dans le rapport de force. Et donc, il respecte le rapport de force. Et il sait très bien, il sait pertinemment, contrairement aux dirigeants européens et à Zelensky, que actuellement, honnêtement, en Ukraine, les Occidentaux ne sont pas en position de force. Donc, quand on n'est pas en position de force, on évite de se montrer arrogant, prétentieux, de penser qu'on va mettre à genoux la Russie, alors que c'est nos économies qui sont aujourd'hui à genoux et pas l'économie de Poutine et de la Russie. Donc je pense que tout simplement c'est un réaliste, et quand on est réaliste, on fait de la diplomatie réaliste et on met les petits plats dans les grands, parce qu'on a en face de soi quelqu'un qu'on considère comme un alter ego et pas comme quelqu'un qu'on va mépriser, quelqu'un qui va se soumettre à notre diktat. Donc voilà, à mon avis, la raison principale. Après, on peut trouver toutes les raisons psychologiques et au fait qu'en effet, il y a toujours eu une bonne relation entre Trump et Poutine, mais moi je n'y vois, à titre personnel, j'ai peut-être tort, qu'un artifice de diplomatie. C'est-à-dire que on joue toujours sur ce côté diplomatique. Ça s'est vu entre Marco Rubio et Lavrov. On a vu que quand il y a eu les poignées de main sur ce format A3 qui a été décidé au dernier moment et que les médias ne savaient pas, on pensait que ce serait un tête-à-tête et pas ce format A3, eh bien on a bien vu que la poignée de main entre Rubio et Lavrov a été particulière. Ce sont des gens qui apprécient travailler ensemble. On revient enfin dans de la diplomatie véritable, ce que les néoconservateurs, l'arrogance depuis quelques dizaines d'années, dont le point d'acmé maximum est à mon avis le régime de Macron, Macron étant l'individu le plus arrogant parmi les présidents et les chefs d'État européens, on est à l'inverse. On respecte celui qui est en face de soi, c'est un adversaire, c'est pas un ennemi. Et c'est quelqu'un qu'on doit respecter et traiter dignement. Et c'est exactement ce qu'a fait. Il s'est senti honoré, Trump, de recevoir Poutine. Quand on reçoit quelqu'un qui se déplace et vient chez vous, eh bien vous devez, ça fait partie des règles de bienséance de la diplomatie de toujours. Il a fallu que ce soit Trump, qui est pourtant par ailleurs très original et voire très fantaisiste dans son discours, pour retrouver une diplomatie telle qu'on l'a toujours connue. Et ça, je vous le dis, moi c'est ce qui m'a le plus rassuré. Très bien, merci à vous pour votre analyse, Monsieur Nicolas Stocker. Je rappelle que vous êtes journaliste à LGPTV. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci beaucoup.